Bienvenue dans Culture & Co, votre nouvelle émission sur la culture en Île-de-France. Nous nous retrouverons chaque mercredi soir à 19 h pour parler d'actualité, rencontrer des artistes, découvrir des métiers d'art ou bien partager des idées de sortie. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec le sommaire. Nous parlerons de la restauration du château de Versailles avec Frédéric Mitterrand et Catherine Pégard. Nous danserons la tête en bas avec Isabelle Pinon et la compagnie Retour à Mont. Vous découvrirez comment les nouvelles technologies sont utilisées dans le spectacle vivant. On ira ensuite à Cormeilles en Parisis qui a réuni ces deux musées en un seul lieu. Nous visiterons l'atelier de l'artiste peintre Dominique Rénal dont le leitmotiv est l'art pour tous. Vous écouterez l'African Jazzy Soul Music de Kassanji, celle qui éveille les consciences. Et nous terminerons par 3 idées de sortie en Île-de-France. Direction les Yvelines pour commencer. Si vous allez visiter le château de Versailles, vous ne pourrez pas y échapper. La deuxième phase des travaux vient d'être lancée et ne s'achèvera qu'en 2016. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, met l'accent sur la préservation du patrimoine. Explication avec Catherine Zulato de TVFil 78. La deuxième phase de travaux va démarrer au château de Versailles. C'est le plus grand chantier depuis Louis-Philippe. 171 millions d'euros injectés sur 5 ans pour une modernisation des infrastructures techniques en profondeur. Et pour souligner l'importance de ces travaux, la venue en personne du ministre de la Culture. Versailles appartient au patrimoine mondial comme l'UNESCO l'a inscrit d'ailleurs dans la première de ses listes et qu'il est évident qu'il faut sans cesse remettre la main à l'ouvrage. Et d'ailleurs ce fut le cas, Versailles, c'est l'histoire de travaux qui n'ont jamais cessé depuis Louis XVI. La deuxième phase de travaux concerne le corps central du château, la réhabilitation du château d'eau, l'achèvement de l'opération du grand commun et la galerie technique primaire. C'est d'abord un travail de mise aux normes du château de Versailles, c'est très important. Et puis il y a tout un travail de restauration, de consolidation. Et donc ça va impliquer des travaux de très longue durée, très importants, un peu ingrats parce qu'ils ne vont pas toujours se voir. Les choses sont souvent souterraines. Des travaux qui se décomposent en 2 grandes phases. Une première partie jusqu'en 2015 portera sur les appartements du Dauphin et de la Dauphine, de la Reine, et une moitié de la Galerie des Glaces. Une seconde partie d'avril 2014 à avril 2016 sera consacrée aux appartements du roi et à la salle du conseil. L'objectif est aussi de pénaliser le moins possible le public, 6 millions de visiteurs accueillis chaque année. En même temps qu'on fait des travaux de toiture, on fait des travaux de restauration, par exemple des peintures qui sont au plafond des différents salons de l'appartement du roi. Et on veut, à travers ces restaurations intérieures, permettre au public de voir le maximum de choses dans le château, indépendamment des travaux qui vont y être effectués. Au terme de ces 2 schémas, le premier datant de 2003, la physionomie de Versailles sera transformée. Les services seront concentrés au grand commun, l'accueil amélioré, le corps central rénové et les grands travaux dans le parc achevés. On reste dans les Yvelines pour découvrir un art qui flirte avec le vide, celui de la danse verticale. Nous avons suivi un stage pour débutants à la salle de spectacle La Meurise à Trappes avec Isabelle Pinon, danseuse de la compagnie Retour à Mont. Premières impressions avec Johanna Soudry de TVFil 78. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. La compagnie Retour à Mont nous fait vraiment tourner la tête. Les artistes pratiquent ce que l'on appelle la danse verticale. Leur devise, investir les espaces urbains d'ordinaire vides. On retrouve par exemple les danseurs en suspension entre 2 façades d'immeubles. Un basculement des repères qui fait perdre le nord aux spectateurs. Le public ne comprend plus. Il est bien assis en face de la scène, mais a pourtant l'impression que les danseurs se déplacent sous ses pieds. Voyager de devant à derrière. Regarde le monde derrière. Puis on plie le genou pour se tourner. Cette sensation d'apesanteur, Isabelle Pinon la connaît bien puisqu'elle danse sur les murs depuis plus de 10 ans. Régulièrement, elle fait découvrir son art au public, comme aujourd'hui à la Meurise de Trappes où elle anime un stage pour débutants. Je ne vais pas demander la même chose à des danseurs professionnels qu'à des gens qui viennent expérimenter ce que c'est que tout ça et expérimenter, faire l'expérience de ces sensations-là. En fait, ça va, faut pas lutter quoi.
faut se laisser porter en fait. Tous les sports aériens m'intéressent. Donc tous les arts du cirque, on a plus de liberté, on flotte, c'est comme si on volait. Les stagiaires ont d'abord travaillé une chorégraphie au sol qu'elles devront adapter dans les airs attachés à leur baudrier. Alors lorsqu'on demande à la professionnelle si danser c'est mieux par terre ou en l'air, la réponse n'est pas si évidente. Je ne saurais pas vous répondre, c'est pas du tout les mêmes sensations. Et c'est très intéressant d'ailleurs d'essayer de partir des sensations du sol pour essayer de les retransmettre dans le mur et inversement de partir des sensations du mur et de les transmettre dans le sol. La compagnie Retour à Mont se produira le samedi 28 janvier à la Meurise et le 23 mars au Scarabée avec leur création Ligne de corde. Et si tester la danse verticale vous attire, pas de soucis, séance de rattrapage au mois d'avril à la Verrière. Direction la Seine-et-Marne où les arts numériques ont maintenant leur festival. Au théâtre de Chelles, nous avons rencontré des artistes qui utilisent de nouveaux outils informatiques au service du spectacle vivant. Comment animer son décor? Démonstration avec Gaël Le Boulanger de Canal Coquelicot. Ils sont venus curieux pour cette rencontre informelle organisée au théâtre de Chelles. Parler de l'utilisation des nouvelles technologies dans le spectacle vivant, ça peut paraître un peu abstrait. Alors rien ne vaut une petite démo. Boris Dubé est circassien et vit dans une caravane à l'année. C'est ce qui l'a inspiré pour trouver le thème des Fuyantes, un spectacle qui parle de la perte de repères. Nous on est baignés dedans parce qu'on est itinérant et que du coup on a nos voisins qui changent tout le temps. Un coup le chapiteau est monté, le campement est exactement de la même forme. On est sur du gravier, la semaine d'après on se retrouve sur de la pelouse et puis il y a quelque chose comme ça maintenant avec l'évolution architecturale où les villes sont tout le temps en reconstruction permanente. Et dans sa proposition, le compagnon de jeu des hommes sur scène n'est plus un simple trapèze, c'est le décor entier qui s'anime. On l'utilise de la même manière qu'un circassien, c'est-à-dire qu'on va avoir envie de s'accrocher la tête à l'envers dessus, qu'on va avoir envie de l'utiliser de manière verticale, de pouvoir le manipuler aussi, comme un jongleur, sauf que le truc il est énorme et que finalement du coup c'est toute la pièce qui bouge. Mais voilà, du coup finalement c'est très traditionnel ce qu'on fait. Non mais il n'y a pas de coupure avec le cirque traditionnel, c'est ce que je veux dire. Après on le fait de manière novatrice, mais il n'y a pas de rupture, c'est une continuité, c'est une évolution. Une évolution malgré tout un peu déroutante, car elle bouscule les codes du spectacle vivant. Adrien Mondeau lui aussi s'amuse avec de nouveaux outils, mais avec modération. L'écueil, c'est effectivement d'être fasciné tellement par son outil que ça devient le prétexte. Après, dans le travail de Boris comme dans le mien, à chaque fois c'est au service d'un propos. Et justement, son spectacle Un point c'est tout questionne l'outil lui-même, une forme de spectacle-conférence où ce jongleur informaticien dévoile même les secrets du logiciel qu'il a inventé, capable de rendre les mouvements d'un objet virtuel aussi naturels que possible. Votre cerveau pense que cette grille est régulière et plane. Donc c'est comme ça qu'on arrive à créer un faux espace. Donc la machinerie traditionnelle du théâtre, elle est un peu en train d'être... elle est fascinante aussi, mais elle peut aussi encore être transformée avec ça. Voilà pour les intentions. Du côté des spectateurs qui n'ont encore rien vu, l'attente est forte et la confiance règne. Alors moi, ce qui m'a interpellée, c'est le fait qu'il y avait vraiment une grande dimension poétique dans les spectacles, alors qu'a priori, l'informatique, c'est un domaine que j'aime pas du tout, que je trouve trop technique, trop froid, et que là, ils s'en servent vraiment, que ce soit l'un ou l'autre, pour donner une dimension poétique à leur spectacle. Entre rupture et continuité, l'enjeu pour les arts numériques, c'est bien de nous raconter encore des histoires et évidemment de nous émouvoir. Retour sur image dans le Val d'Oise, à Cormeilles-en-Parisis, où la commune a décidé de regrouper son patrimoine agricole et industriel en un seul et même lieu. Une histoire du sol et du sous-sol qui s'expose au musée réuni. Reportage de Simon Rousseau de VOTV à l'occasion de l'inauguration. Au musée réuni, les visiteurs pourront désormais découvrir les richesses du sol et du sous-sol de Cormeilles-en-Parisis. Une histoire faite de plâtre, exposée au rez-de-chaussée et d'agriculture céréalière et viticole, détaillée au premier étage. L'objectif de cette fusion, c'est de réunir cette histoire commune qui s'appuie sur plusieurs choses. L'histoire agricole et rurale de la ville, et notamment le patrimoine lié aux cultures anciennes qui étaient la vigne
et le blé à Cormeilles, et puis son développement moderne qui fut l'industrie, et notamment l'industrie des matériaux de construction, et de façon emblématique avec la carrière Lambert et les usines Lambert où l'on fabriquait du plâtre, fabrication qui d'ailleurs se poursuit aujourd'hui. Décidé en 2002, ce projet a mis une dizaine d'années à se mettre en place. Il fallait trouver un lieu. Le lieu, donc, c'est la Fondation Chabrol-Thibault qui nous l'a mis à disposition. Il a fallu rénover ce bâtiment, ce qui a mis 6 ans quand même de travaux. Et après, convaincre les deux associations, le Vieux Cormeilles et le Musée du Plâtre, de se réunir dans un seul lieu et de faire en sorte que l'histoire de la ville de Cormeilles soit mise en valeur. Le nom de ce nouveau lieu de mémoire, au musée réuni, est un clin d'œil au passé industriel de la commune. Les Amis Réunis, c'est un café qui était à la sortie de l'usine Lambert et il se passait beaucoup de choses parce que tous les ouvriers, quand ils sortaient, ils allaient boire un pot avant de rentrer chez eux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la sortie de l'usine jusqu'à la rue de la République, il y avait 7 bistrots. Et donc le vendredi, ils étaient payés en espèces et souvent les femmes les attendaient pour pas qu'ils fassent les 7 bistrots. Inaugurée samedi, la Maison du patrimoine cormeillais ouvrira ses portes le 11 janvier. Direction l'Essonne à Saint-Germain-les-Corbeilles pour visiter l'atelier de peinture de Dominique Rénal. L'artiste a commencé à peindre en 2003 sans aucune formation. Son leitmotiv est devenu l'art pour tous. Il nous raconte sa passion au micro de Martine Guégan de Télé Essonne. En 2003, à la sortie de la FIAC, la foire internationale d'art contemporain, je me suis dit tiens c'est sympa, ça me plaît. Donc je suis rentré chez moi, je me suis acheté une petite toile et c'est comme ça que c'est parti. Je suis pas religieux, je suis croyant, mais quand je faisais cette peinture, qui est là d'ailleurs, j'ai senti des choses, des vibrations, pour faire court. Je me suis plus arrêté de peindre. J'en ai fait 2, 3, 4, 5. Et donc ça a commencé par hasard. Jusqu'en 2005, j'ai peint beaucoup et j'ai décidé de faire un MOOC. Pour montrer, de manière prétentieuse, je suis allé voir des gens, place des Vosges, des galeristes, avec ma peinture. J'avais pas de niveau, puis j'étais pas bankable, j'étais pas connu, j'étais pas tchèque, puis j'étais vivant. Donc c'était pas des gens forcément qui étaient intéressés. J'ai fait des salons après, pour voir aussi la tendance, et puis voilà. Mais dans ce parcours, c'était pas négatif, parce que j'ai rencontré un collectionneur qui m'a dit, ça c'était en septembre 2005, qui m'a dit, écoutez, c'est sympa ce que vous faites, amenez vos 30 plus belles toiles. Bon, matin, je vais voir, il m'en a acheté 25. Ça a été un coup de pouce. Étant autodidacte, j'ai aucune formation, donc au niveau de la construction d'une peinture, il y a des gens qui ont regardé une peinture qui disent tiens, c'est marrant, normalement on ne fait pas ça comme ça. C'est pas grave, je le fais à ma manière, ça passe ou ça passe pas. Mais j'ai pas de modèle. Bon, moi il y a 3 artistes il y en a 3 qui m'inspirent toujours, c'est Marcel Duchamp, c'est Andy Warhol et Anthony Tabiès. C'est 3 artistes que je trouve exceptionnels pour des raisons très très différentes. Hein. Moi, la peinture, c'est un plaisir, donc point. J'essaie, quand je fais une peinture, je me dis pas tu fais quelque chose d'hyper important ou un chef-d'œuvre. Non, je fais une peinture je veux qu'elle soit jolie. Je veux qu'elle plaise à quelqu'un. Ça c'est important. Je ne suis pas à la mode, je pense que j'ai envie de peindre. Je ne dépeins pas les choses, je peins. C'est complètement différent et je ne cherche pas à imiter ou à faire partie du moule ou à être... Voilà, ma démarche artistique, elle est là, elle est de progresser. Je ne brade pas mon travail. Je peins très sérieusement, mais je ne prends pas au sérieux. C'est pas très sérieux, la peinture. Je veux dire, il y a des choses très sérieuses dans la vie. C'est vrai que le côté art pour tous, bah ça me va bien, oui. Alors il y en a qui vont dire, ouais, t'es des magots. Non, ça me va bien. Gros plan dans le Val d'Oise sur une artiste sanoisienne. Son nom, Kassanji. Dans son pays natal qu'est le Congo, cela signifie celle qui éveille les consciences. L'artiste mélange des sonorités jazz et soul avec une musique inspirée des traditions africaines. Portrait signé Johan Bensoussan de VOTV. Ouais, un peu d'escalade. Tu peux te retrouver un peu seul, voilà, méditer, jouer un petit peu avec les enfants. Donc voilà, plus proche de la terre, quoi, en fait.
Moi en fait j'ai vraiment pour habitude de dire que ce que je crée c'est juste plein de petits miracles, plein de petites bénédictions comme ça. J'arrive pas à expliquer, c'est comme si tu me disais t'écoutes ma musique, que je viens de te expliquer. Non, il faut que tu écoutes, il faut que tu puisses la ressentir, il faut qu'elle t'imprègne. Et voilà, ça s'explique pas quoi. Voilà. C'est marqué Loge Gassanji. C'est une scène particulière parce que moi j'habite à Sannois depuis à peu près 10 ans et je venais ici et c'était mon rêve quoi. Je regardais, je me disais je rêverais de jouer dans une scène comme ça avec toutes les personnes. En fait quand tu sors, tu vois toutes les personnes qui ont joué ici. C'est juste voilà, incroyable. Et voilà, c'est un vrai kiff. Quand on répond à cette question de savoir qui on est, je crois qu'on est beaucoup plus épanoui. Et donc moi, ma recherche, c'était vraiment ça. J'ai des gens qui m'inspirent, mais il faut que je me détache d'eux pour trouver moi ma personnalité et pour trouver mon son. Pour moi, ce qui est important, c'est un sorte de lien que les gens ont. C'est-à-dire, on peut se voir là, il y a des gens que je vais voir là, je vais peut-être jamais plus les voir dans la vie. C'est qu'à un moment donné, ils sont dans c'est un instant qu'ils partagent avec moi et voilà. Toi qui ferais le chemin, toi qui crains le lendemain, toi qui ferais le chemin, toi qui crains le lendemain. Une première idée de sortie gastronomique en Seine-Saint-Denis. Connaissez-vous la Noise, la Drôle de Zig ou la Luge? Ce sont des noms de bières 100% made in Montreuil. La brasserie Zymotique ouvre ses secrets de fabrication toutes les semaines. Prochain stage les samedis 28 janvier et 4 février. Explication avec Sarella Torres de TVM Est Parisien. Êtes-vous plutôt brune ou blonde? Pas besoin de choisir, au 65 rue d'Anton, Florent vous accueille dans sa brasserie Zymotique et vous explique comment il fabrique ses bières. Du houblon, de la levure de bière, de l'orge et de l'eau. Pour le reste, écoutez le brasseur. Là ici on va faire bouillir notre mou. Notre mou c'est un mélange en fait de céréales, voilà, qu'on trouve ici, c'est du malt d'orge ici. Ce mou, une fois qu'il sera bouilli, on va le faire passer ici dans nos fermenteurs. Ces fermenteurs, on va rajouter de la levure et cette levure va consommer le sucre et va produire de la bière. Ensuite, on va soutirer la bière par en dessous, on va la mettre en bouteille et puis on va la stocker derrière ici grâce aux bouteilles.
Et puis c'est à peu près tout. Après avoir brassé ses premières bières aux États-Unis, il installe en 2010 sa propre brasserie à Montreuil, à proximité du quartier des Murs à Pêche. Parmi les variétés de bières que Florent propose, la Caliente au piment fumé, la Noise à la liqueur de noisette et sa fameuse Montreuilloise pleine de caractère. Une diversité de saveurs que Florent sait très appréciée par les Montreuillois. Montreuil, c'est quand même un endroit où les gens ont envie de choses différentes. Et je ne sais pas si j'ai monté ma brasserie à Bagnolet ou à Vincennes, je pense que ça aurait moins marché. C'est vrai que Montreuil, c'est quand même... Il y a un ferment naturel pour de la bière, c'est pas mal. Florent vous ouvre ses portes les mardis soirs pour visite et dégustation et vous accueille les samedis matins pour des stages où vous ferez vous-même votre bière. On revient dans l'Essonne avec une exposition de jeunes céramistes jusqu'au 18 février à l'espace d'art contemporain Camille Lambert à Juvisy-sur-Orge. Sculpture, dessin, installation, visite guidée avec Keltoum Sadok de Télé-Essonne. J'avais invité 6 artistes avec lesquels je travaille depuis presque 10 ans. C'est des anciens stagiaires, assistants, étudiants. J'enseigne à l'école de Beaux-Arts à Limoges et aussi à Saint-Denis, mais j'avais un atelier à Asnières. C'est fait partie de la politique du directeur et du centre de présenter des jeunes artistes, qui était très important d'avoir un lieu qui était professionnel. On va faire un catalogue pour cette expo avec un soin professionnel et aussi d'avoir un vrai public parce qu'il y a l'école, il y a des visites scolaires, il y a la communauté qui viennent. Donc c'est une bonne opportunité pour moi et pour mes étudiants. C'était très facile à choisir parce que c'est des bons artistes et aussi des gens qui sont sérieux et qui continuent à travailler. Des bons artistes, mais très divers. Derrière moi, il y a Benoît Pierron. C'est quelqu'un qui... Les 7 pièces qui étaient réalisées dans la Fondation Hermès. Et il y a Nour Awada, qui a un travail de terre et de sculpture et des dessins. Il y a Céline Vacher-Olivieri, qui fait la céramique et les dessins. Julie Chaumette, photo de ciel découpée. Elle m'a dit « Ah non mais j'ai fait cette photo et je découpais juste pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Et Pierrick Lacor, le mur avec les trous et le reste, en fait, c'est des déchets de cette action. Et Sophie Trouan, une série de nouveaux dessins avec les sculptures en céramique au mur, une petite sculpture réparée sur un petit socle. J'espère que ça provoque des questions, que c'est pas trop de mystère, il y a des pièces qui sont peut-être plus difficiles. Il y a une façon de regarder l'art qui demande un regard différent. Je pense que c'est des bels objets aussi, donc j'espère que simplement c'est un plaisir de regarder. Direction les Hauts-de-Seine pour cette dernière idée de sortie avec Abstraction 50. Cette exposition nous dévoile l'explosion de créativité dans l'univers de l'art après la Seconde Guerre mondiale. La figuration et l'abstraction s'opposent à l'atelier Grognard jusqu'au 19 mars 2012. C'est un reportage de Laurent Caillos de Rueil TV.
qu'on a voulu montrer, nous, dans cette exposition, c'est le panorama le plus large possible de cette abstraction, tant géométrique que lyrique, à travers à peu près 90 tableaux et 70 artistes. C'est une véritable peinture. Avec des volumes, Soulage, lui avec son noir arrive à faire des gris. Alors soyons sérieux, c'est extraordinaire quand même. Beaucoup plus lyrique comme travail. Il est l'instigateur de cette exposition, collectionneur waiwa et surtout grand amoureux de l'art abstrait. Sylvain Féat affectionne particulièrement toutes ses œuvres d'avant-garde nées après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où l'hégémonie de la peinture figurative était incontestable. Une œuvre figurative, pour moi, peut avoir aussi beaucoup d'intérêt. Ouais. Mais je dirais à l'heure actuelle, on a la photographie depuis 1880, ou même avant. Et la peinture n'a plus besoin d'être figurative, n'a plus besoin de représenter. Je crois qu'il faut dépasser cette représentation pour aller justement au fond de ce que veut exprimer le peintre et essayer de décomprendre ce qu'il veut exprimer. Et puis, de temps en temps, même si on ne comprend pas, on découvre à travers la peinture ce que l'on ressent nous-mêmes, ce que l'on a envie de ressentir aussi. C'est ça qui est important. Il y a beaucoup plus, on rêve beaucoup plus devant une peinture non figurative qu'une peinture figurative. C'est ça qui m'intéresse, pouvoir rêver. J'avoue que je suis assez attiré par les formes géométriques, rondes, rectangulaires, les voiles. J'aime bien la mer et c'est vrai que je suis plutôt attiré par tout ce qui est bleuté, gris. Voilà. Je recherche plutôt des paysages où je veux voir des paysages marins à travers certaines toiles. Ouais. Et alors pourtant là on est dans le non figuratif et il y a des choses qui vous rappellent quand même ces éléments-là. Tout à fait. Ouais. Ou alors c'est moi qui veux les imaginer comme tels. Entre le géométrique et les différents courants du lyrique, Abstraction 50 présente les prémices et retrace l'évolution de ce mouvement du début jusqu'à la fin des années 50. Par opposition à une abstraction géométrique qui, elle, est axée sur la raison, pour simplifier, l'abstraction lyrique, elle fait beaucoup plus, elle donne libre cours, si vous voulez, beaucoup plus à l'instinct, à la sensibilité, voyez, pour simplifier, pour opposer d'une part la raison et la sensibilité ou l'inconscient, si vous voulez. Issues de collections privées, donc rarement exposées, ces œuvres sont visibles à l'Atelier Grognard jusqu'au 19 mars 2012. Parmi les 90 œuvres présentées, vous en trouverez forcément une qui éveillera votre sensibilité, même pour tous les réticents persuadés de pouvoir faire la même chose chez eux. Et voilà, cette édition s'achève pour aujourd'hui. Merci aux rédactions des télévisions locales d'Île-de-France. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez revoir ces images sur le site internet de Télif, www.telif.tv. Tout de suite, la suite des programmes avec les sorties ciné.